Yes. Bonjour à tous, bonjour Baja, j'espère que vous allez bien les gars. Ça va très bien. Salut, salut. C'est cool. Ici Top shape. on est avec notre 25e, déjà 25e invité qui est juste ici en dessous de nous. Je voulais faire une petite aparté par rapport au petit concours qu'on a lancé par rapport à la première table ronde qui aura lieu dimanche, ça veut dire demain, le 11 du 10 à 18h, avec il y aura Emma Gomez, il y aura Loïc Martins et il y aura Clément, où on va parler des réflexes archaïques. Et justement, pour cette première table ronde, on vous a invité en fait à participer à un concours qui vous permet de remporter un lot. Alors, ce lot comporte plusieurs choses. La première chose, c'est gagner le bilan corps-esprit en ligne avec Loïc Martins, pardon. C'est-à-dire que c'est un petit bilan que vous allez faire avec Loïc Martins pour un peu savoir au niveau de vos réflexes, au niveau de votre patron moteur, comment ça se passe. Vous aurez aussi 5 séances en ligne Fascia Yoga avec Emma Gomez. C'est des séances qu'elle fait en ligne pendant toute l'année, toute la semaine. Et là, vous aurez le droit alors à 5 séances en ligne. Et vous aurez un bilan de posturologie à distance avec Clem. Alors tout ça, en fait, c'est d'une valeur de 225 € quand même. Alors, en fait, pour participer, il vous suffira d'inviter 3 amis à participer en commentaire, partager la publication. De toute façon, au final, je vous invite quand même à venir voir sur Facebook, sur No Brain No Gain Podcast, et vous avez toutes les informations sur notre page. Voilà. C'était la petite aparté par rapport à ça. Voilà. Maintenant, voilà, on a notre 25e invité. Je t'en prie, présente-toi aux gens qui ne te connaissent pas. Alors, bonsoir tout le monde, hein, parce que dépendamment où vous nous écoutez présentement au Québec, il est 11h30 du matin que 5h30 en Europe, dépendamment où vous êtes. Mon nom est Francis Letourneau. Alors, comme Bastien l'a dit, je baigne principalement dans la médecine chinoise, mais en fait, je baigne là-dedans, mais avec mon volet, j'étais entraîneur avant d'être acupuncteur. Il y a tout le volet physiologie, activité physique, entraînement. C'est vraiment les deux, en fait. Ma mission personnelle, c'est d'imbriquer les deux, faire des ponts entre les disciplines parce qu'il y en a énormément qu'on peut faire pour encore mieux se compléter en tant que thérapeute, mais aussi mieux comprendre la réalité, les perceptions de chaque approche. Ouais, c'est clair. Et la première chose qu'on se dit souvent ici, on en discutait hors ligne avec Baja, c'est que tout l'aspect médecine chinoise, c'est un peu considéré un peu comme la médecine, entre guillemets, hein, parallèle, on va dire. Elle n'est pas souvent prise au sérieux, alors que, historiquement parlant, la médecine chinoise, c'est peut-être la première médecine. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer par rapport aux gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est la médecine chinoise, un peu l'historique de tout ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est au niveau de la médecine chinoise, il y a comme une barrière, si on peut appeler ça, là, je le mets en guillemets, le mot barrière, mais une barrière au niveau du langage et du symbolisme. Je donne par exemple, souvent on entend parler de yin et de yang pour voir justement les différentes polarités. On peut parler aussi évidemment de chi, de sang, qu'est-ce que c'est. Et souvent, ça fait que ça peut tomber dans le mystérieux. Il faut placer en contexte que quand la médecine chinoise elle a été développée, elle s'est développée depuis au moins plus de 5000 ans, que le développement de la médecine s'est fait beaucoup de traditions orales au début. Elle a été inspirée, veut pas aussi, il y a l'Inde qui est juste à côté, que toutes les traditions ayurvédiques ont inspiré aussi la médecine chinoise. Et là, ce qui arrive, c'est que dans beaucoup d'écoles, comment que les gens sont formés en médecine chinoise, c'est souvent avec l'approche classique qui n'est pas mauvaise du tout, mais il manque tout le temps un peu plus les ponts pour faire les liens entre le volet actuel et le classique. Admettons, quand je dis quelqu'un, ben OK, mais il y a une douleur, je vais aller insérer, par exemple, une aiguille, on va aller relâcher la tension musculaire, ce qui se fait assez rapidement avec une insertion d'aiguille. Ben, on va dire, ben, on va favoriser la libre circulation du chi et du sang. Là, OK, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire ça à tout, mais en fait, grosso modo, je pense à, mettons, un nœud musculaire, un trigger point. Il y a comme une crise qui se fait localement, une crise dans le fond parce qu'il manque d'oxygène. Les fibres sont enroulées, sont toutes prises ensemble. La lymphe a de la misère à faire son travail. Au niveau des fascias, mais les fascias, ils peuvent être désorganisés, ils peuvent créer une tension sur le muscle. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on insère l'aiguille, qu'on crée de l'espace, qu'on remet la circulation
localement, qu'est-ce qui arrive grosso modo? C'est qu'on libère, on défait les obstructions, mais quand on dit on fait circuler le chi et le sang, dans le fond, le chi, il faut voir ça comme l'aspect fonctionnel. Donc, on rend la zone plus fonctionnelle. Et qu'est-ce qui arrive? Mais faire circuler le sang, mais le sang, tout ce que ça contient, on peut penser l'oxygène, on peut penser les nutriments, les minéraux, tout ce que le sang vient nourrir le muscle. Et en même temps, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que le système veineux, le système lymphatique peuvent mieux faire son travail, donc éliminer les déchets qui stagnent présentement à cet endroit-là, qui fait que peut-être j'ai de la douleur ou j'ai une perte de mobilité, que j'essaie de faire mon adduction de l'épaule et je n'arrive pas à la faire en haut de 90 degrés, mais il y a peut-être justement une restriction tissulaire qui est quelque part et on va défaire cette restriction-là. Sauf que à l'époque, les Chinois, ils ne parlaient pas nécessairement de chaîne de fascia, ils ne parlaient pas nécessairement de dire ben, tu sais, ton système lymphatique. Eux autres, il y avait d'autres termes pour expliquer ça. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on regarde les travaux modernes qu'il y a avec, entre autres, M. Tom Myers aux États-Unis, qui est un anatomiste très bien connu, qui a son entreprise Anatomy Train. Même lui, dans son livre, je prends l'avant-dernière édition, dans l'édition 3 de Anatomy Train, dans l'appendice numéro 3, et justement, il parlait des chaînes de méridiens et il faisait les liens avec les chaînes de fascia. Et ça, dans tous les cours que j'enseigne, je montre les tableaux aux gens. Je montre, regardez, on a le méridien de la vessie d'un côté, on a la superficial backline de l'autre. Est-ce qu'il y a des ressemblances? Les ressemblances sont énormes. On prend la même chose avec la chaîne antérieure superficielle et on compare avec le méridien de l'estomac. C'est incroyable, on a l'impression de regarder les mêmes choses. Je donne un exemple au niveau de la main, la chaîne antérieure profonde du bras. En médecine chinoise, nous autres, c'est le trajet pour le méridien tendino-musculaire du poumon. C'est super intéressant de voir que, oh mon Dieu, il y a un paquet de choses qui commencent à faire des liens ensemble. Et de méridien qu'on parlait, ben, je me rappelle mon premier cours de méridien au Collège de Rosemont à Montréal, parce qu'il faut savoir que le cours d'acupuncture au Québec, c'est un cours qui est payé par l'État, c'est un cours de 3 ans. Il y en a beaucoup de centaines d'heures de formation qui sont régulées, organisées par le gouvernement pour cette discipline. Et je me rappelle le premier cours de méridien, le professeur, il dit c'est un peu un acte de foi parce qu'on ne les a pas trouvés encore. Mais quand on regarde les travaux de M. Myers, évidemment d'autres anatomistes, mon Dieu, on se rend compte que peut-être que ce que les anciens Chinois ont découvert et qui ont appelé les méridiens, c'est peut-être les chaînes myofasciales qu'on appelle maintenant avec ce nom-là, plus moderne. C'est assez fou de se rendre compte à quel point, des fois, c'est des cycles, il n'y a rien à faire, c'est des cycles. Et quand tu te dis que ces gens-là se sont rendus compte de ça bien, bien avant nous, ouais, c'est hallucinant, quoi. Et alors, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est cette façon que tu as de parler des choses, c'est-à-dire d'imbriquer les choses. Ça, c'est hyper important de comprendre, les gars. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, on va faire quelque chose, on va arrêter de faire ce qu'on faisait avant pour faire du nouveau. Ben non, ici, c'est comme Francis est en train de l'expliquer, en fait, avec ces connaissances qu'il a, qui sont, allez, je vais dire ça comme ça, plutôt scolaires, qui est quelque chose qu'on a plus tendance, en tout cas nous en Europe, à avoir plus facile d'accès au niveau de la connaissance. Lui, il se sert de tout ce qui est médecine alternative, on va dire ça comme ça, encore une fois, pour nous les Européens. Et il imbrique les deux pour créer sa méthode. Ça, c'est super intéressant. Absolument, absolument. Puis des exemples, on a plusieurs. On pense à, mettons, j'ai une école de formation qui s'appelle l'Institut Axis. On a donné des cours à travers le Québec, on a donné des cours en Ontario, on a donné en Martinique. On devait revenir en France aussi, mais là, avec tout ce qui arrive, ça a été mis à plus tard, que bientôt, j'espère, mais à suivre. Et un des différents cours qu'on enseigne, c'est entre autres, on a les cours de ventouse, le cours de gua sha. Et ventouse, mais on regarde aujourd'hui toutes les applications modernes, c'est incroyable tout ce qu'on fait avec. Là. Dans le fond, la décompression myofaciale, ben, c'est un peu qui était déjà fait par différents peuples, parce que souvent, la ventouse, c'est associé à la médecine chinoise. Mais la ventouse a été pratiquée par les Grecs, par les Égyptiens, par les Mésopotamiens, par les peuples sud-américains. En fait, ça a été partout, partout. Que ça, c'est
des techniques qui reviennent au goût du jour, qu'on commence à comprendre les mécanismes. OK, mais ça fonctionne à cause de telle affaire. Et là, on est dans un langage un petit peu plus avancé, qu'on ne fait pas juste parler, oh, mais on fait circuler le chi, on fait. Non, là, comme on dit, on level up, on passe à un autre niveau. On explique. J'ai fait plusieurs formations. Je ne sais pas si vous connaissez l'IASTM, dans le fond, Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization. C'est la version qu'on pourrait dire moderne de la gua sha, avec ses paradigmes qui sont semblables ou différents. Et une des compagnies qui est fort là-dedans, j'ai été faire leur formation parce que j'étais curieux, c'est Graston Technique. Que Graston, eux autres, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le milieu. Ils ont développé des instruments en stainless et c'est des instruments d'une super belle qualité, quand même assez dispendieux. Là. Vous donnez une idée, c'est environ 2500 $ pour la mallette de 6 instruments. Et les principes, c'est les mêmes principes de grattage que dans le cours que dans le gua sha, que grosso modo, c'est sûr qu'ils ne vont pas parler de chi, ils ne vont pas parler de yin et yang, mais en acupuncture, on comprend la musculature. Je veux dire, on a des heures en physiologie occidentale, en musculature, etc. On rentre des aiguilles, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en dessous. On ne fait pas ça au hasard. C'est la même chose. J'ai été faire leurs cours, j'ai été faire des cours donnés par d'autres compagnies comme Fat Tool, comme Rock Blades. Et au final, la théorie des 3 cours, c'est exactement la même chose. C'est semblable, très, très semblable à ce qu'on fait avec la gua sha, avec une paire de lunettes différentes, des fois avec des instruments différents, soit en termes de longueur, en termes de matériel, mais essentiellement, sur le corps humain, on fait tout le même travail. Et c'est ça qui est fascinant, puis qu'on se rend compte que finalement, ouais, c'est de la redécouverte, on réexplique ça d'une autre façon, puis je pense que personnellement, c'est un de mes objectifs qui me tient à cœur d'expliquer ces choses-là et de voir autant avec les kinés, les entraîneurs et les autres thérapeutes, comment on peut tout imbriquer ça ensemble. Parce que ultimement, notre objectif, c'est tout d'aider notre client. Donc, je me dis, autant le faire dans un esprit de collaboration, parce que même si je prendrais 5 autres années pour aller étudier la chiropratie, je prendrais 4 ans pour aller étudier la physiothérapie. Si je fais de tout, je ne serai jamais nécessairement bon dans une chose en particulier, que je vais avoir des connaissances d'un peu tout, ce que je pense qui n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, si tu vas aller pour quelqu'un pour des aiguilles et l'acupuncture, va voir un acupuncteur, va pas voir quelqu'un qui a fait quelques formations, qui en fait de temps en temps. Le résultat ne sera pas nécessairement le même, tant au niveau de la compréhension qu'au niveau le traitement en soi. Là. Ah, c'est super intéressant hein, ce que tu dis, parce que Bastien et moi, c'est le genre de conversation qu'on a souvent. On est extrêmement curieux. Le podcast, après, on ne va pas se plaindre, hein, le podcast est né de ça, mais je veux dire, il y a ce côté où, comme tu dis, en fait, on veut être bon. Je pense qu'on peut être bon à peu près partout, mais on peut pas être exceptionnel partout. Ça, c'est pas possible. Exact. Et des gars comme nous, quand on a faim de savoir, on a faim d'aider les gens. Et en fait, il y a un moment où tu dois faire un choix, en fait. Ou même maintenant, après, j'aurais tendance à dire que c'est par rapport à ta sensibilité très fort. Enfin, moi, j'essaie de me laisser guider par ça. Par exemple, je ne suis pas un théoricien. Je ne serai jamais un grand théoricien. Par contre, j'ai une sensibilité humaine qui m'amène très facilement à voir des choses chez les gens, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu vas essayer d'améliorer tes points forts. Et puis, voilà, typiquement, le dernier séminaire qu'on a fait ensemble, CIES, hein, donc du docteur Bricot, j'ai dit à Bastien, je savais que les réflexes archaïques étaient importants, mais là, j'ai flambé complètement. Je me suis dit, waouh, ça, il faut vraiment que j'étudie. Tu vois, il y a vraiment eu ce côté. D'ailleurs, j'ai acheté le bouquin. Donc, et tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Et pareil, là au CES, qu'est-ce qui s'est passé? On était entouré de coachs sportifs, de kinés, d'ostéo, de podologues. Et on a eu, c'est vrai, hein, Bastien, on a eu des échanges superbes parce qu'en fait, comme il nous disait, moi, je suis arrivé vraiment en me disant, ouais, ça va être compliqué, tu sais, coach sportif, kiné, d'un point de vue études, etc. Bon, tu vois, un peu ce côté-là. Et au final, les kinés qui nous ont vus nous ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez en tant que coach sportif parce qu'on n'a pas le suivi que vous avez avec vos clients. Moi, un client que je vois 4 fois semaine, c'est normal en fait. C'est normal, c'est vrai. Hein. Franchement, ça, c'est vraiment quelque chose
Ouais. C'est terrible, quoi. C'est vraiment, et ça fait, je pense que ça fait du bien. Et pour finir un petit peu avec ce que tu disais aussi, bah, tu vois, les différents types qui font au final, qui sont extrêmement similaires, bah, j'ai envie de dire, on réinvente pas la roue, en fait, hein. C'est À ça. partir, Exact. on va pas réinventer la roue, c'est pas notre but. Par contre, la faire tourner mieux, ça, on peut essayer. Ça, c'est effectivement, c'est un bon point. Ça me fait penser à des choses qu'on apprend en acupuncture, comme une des choses qu'on regarde dans le bilan, on regarde entre autres la langue de la personne. Parce que la langue, mais c'est quand même, bon, c'est considéré comme un organe, c'était considéré auparavant comme un muscle, mais quand même, la langue, c'est l'entrée du système digestif. Et ça nous amène quand même beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Que là, je me rappelle de une langue typique qu'on voyait, on regardait la langue de la personne, la langue avait un enduit blanc. Que là, tout de suite, on se dit, ah, elle a dû manger du yogourt, elle a dû prendre du lait. Non, la personne n'en a pas pris. Elle s'est même brossé la langue le plus tôt dans la journée. Elle a un enduit blanc qui revient tout le temps. En médecine chinoise, ils appellent ça comme justement, ça peut, étant donné que c'est blanc, ça peut faire penser à du froid à l'interne ou aussi ça peut faire penser à des champignons. Il y a des bactéries qui sont en surcroissance. J'ai la chance de travailler avec, dans le fond, avec la même nutritionniste que Mathieu Boulay travaille. En fait, on est tous des amis communs, on travaille ensemble. Valérie Dussault, elle a été, je crois que c'est la seule nutritionniste au Québec qui a fait une maîtrise universitaire en produits de santé naturelle et en suppléments. Et elle a fait sa formation de nutrition fonctionnelle aux États-Unis. Et là, je me suis dit, c'est sûr que, parce qu'en nutrition fonctionnelle ou en médecine fonctionnelle, ils parlent beaucoup d'acupuncture. Là, je me suis dit, c'est certain qu'elle a une idée au niveau de la langue. Parce que là, c'est beau de dire, OK, ça peut être de l'humidité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, quand on a commencé à échanger là-dessus, à avoir des clients communs, on se rendait compte que justement, l'enduit de langue de blanc souvent était en lien avec justement une surcroissance de levure que de champignons. Comme, admettons, le candidat albican, c'est fréquent que la personne se ramasse avec un enduit blanc. On a des cas aussi, parce que c'est pas tout le temps, elle a ça, donc avoir action-réaction. Il y a différents mécanismes qui font que ça peut être différent. Mais le SIBO aussi, SIBO, que dans le fond, c'est Small Intestine Bacterial Overgrowth, que c'est les bactéries du gros intestin qui vont migrer vers le petit intestin et qui vont contaminer ce milieu-là, qui peut créer, entre autres, de l'inflammation, que l'inflammation locale et systémique, que quelqu'un qui a de la difficulté à perdre du poids, que quelqu'un qui a tout le temps la peau plus tendue. Quand on prend notre pourcentage de gras à nos clients, ça peut être des clients que justement, mon Dieu, comment ça, la peau, elle se prend moins bien? Que ça peut avoir des liens avec ça. Et il y a des tests qui peuvent être faits. Dans le fond, au Québec, on appelle ça le lactulose breath test, que ça n'a pas rapport avec le lactose, même si c'est lactulose. C'est un ensemble de sucre que l'infirmière te fait boire. Et à chaque 15 minutes, elle te fait souffler dans un ballon qui récolte 2 gaz. Que le premier, c'est le méthane et le deuxième, je l'oublie tout le temps, mais ça va me revenir éventuellement. Et ils envoient ça en labo, ils font analyser. Et justement, à certains niveaux, ils sont capables de déterminer, ben regarde, tu as plus de telle bactérie, tu as plus de rejet de telle bactérie parce que qu'est-ce qu'on t'a donné à boire fait réagir ces bactéries-là. Que là, tu as une surcroissance. Que je me rappelle, la première fois, mon médecin m'a envoyé pour faire les tests. C'est ma nutritionniste qui m'a expliqué quoi dire à mon médecin pour qu'il comprenne la situation. Mon médecin dit, je ne connais pas trop ce milieu-là, mais au moins tu me l'expliques, je sais que tu es là-dedans. On va aller de l'avant, explique-moi les résultats par après. C'est qu'est-ce qu'on a fait. Et j'avais un pharmacien aussi qui me suivait là-dedans, qui est Jean-Yves Dionne, un pharmacien très connu au Québec, très bon vulgarisateur. Et quand j'ai pris les suppléments, on avait 2 options, soit l'option 1, prendre des antibiotiques ou prendre des produits de santé naturels qui allaient justement faire un ménage enlever cet excès-là de champignons et tout dans le système digestif. J'étais allé avec les suppléments. Et personnellement, moi, qu'est-ce qu'on appelle le die-off, c'est quand ces bactéries-là, cette surcroissance-là, elle sort. Elle a été horrible. Hein? Je suis un gars qui a beaucoup d'énergie. Pendant une semaine, je devais faire 3 siestes par jour. Admettons, j'avais un espace, 1 heure entre des clients, j'étais content là, cette semaine-là. Je me reposais. Ma peau était rendue sensible, était rendue rouge, gonflée.
Ben, ça a duré une semaine et après, mon niveau d'énergie a augmenté de façon incroyable. Ma digestion s'est améliorée de façon incroyable. On finit par découvrir que justement, ben, qu'est-ce qu'on appelle un excès d'humidité en médecine chinoise qui se traduit par un enduit blanc sur la langue, peut se traduire aussi par une circulation plus ralentie. Ben, ça peut venir du système digestif, puis en nutrition fonctionnelle, ils ont des stratégies de traitement pour ça, complémentaires aussi. Encore là, ça, c'est un autre exemple de nombre de ponts qu'on peut se faire. Et je pense que plus il y a de thérapeutes curieux, plus il y a de gars curieux comme vous autres, plus ça permet ces échanges-là. Puis on va passer à autre chose. À un autre niveau, on pourrait dire que la roue tourne mieux, vraiment beaucoup plus vite, là. Oui, tout à fait. Mais c'est dingue parce que c'est exactement ce qu'on fait avec Benjamin, comme il l'a dit précédemment. C'est gratter ce qui se passe un peu à gauche, à droite pour essayer de répondre à nos questions et pour pouvoir avoir une meilleure application sur nos clients. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut faire aussi attention à ne pas se perdre. Et ça, ouais, c'est ça, la frontière elle est mince entre les deux. Moi, j'ai très dur. Ouais. C'est bien beau de savoir beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut prendre ces choses-là et les mettre en application. Et pas niaiser, comme on dit, et y aller aussi à ce moment-là et mettre en application tout ce qu'on doit savoir. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est une observation que tu as pu avoir. Ça va être quelque chose de tellement parlant quand tu vas gratter un petit peu plus ailleurs, etc., etc. Et comme tu dis, tu vas créer des toiles, tu vas tisser des toiles, tu vas faire des liens, etc. Très intéressant. Et moi, il y a un truc, une question que j'avais à te poser par rapport à, par exemple, quand quelqu'un vient chez toi, vient te trouver, il vient te trouver surtout par rapport à des douleurs, à de l'inflammation, à des soucis peut-être d'ordre plus physique, j'imagine. Je voulais savoir un petit peu comment se comportait avec toi un bilan. Comment est-ce que tu prenais la personne en main? OK. En fait, c'est très simple. Je dirais, ben là, présentement, les clients je ne prends pas de clients parce que je suis en année sabbatique. Pré-pandémie, c'était déjà planifié pour mettre du temps avec mon école, l'Institut Axis. Je suis à temps plein là-dedans. Mais quand que j'ai mes clients en régulier, l'année prochaine, quand je vais renouveler mon permis, ben, grosso modo, évidemment, quand la personne rentre, je regarde plein d'informations que peut-être elle ne voit pas. Je regarde au niveau de la couleur de sa peau, au niveau du visage. Déjà, juste l'oxygénation. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle a le teint blanc? Est-ce qu'elle a des endroits que c'est plus pâle que d'autres? Il y en a qui ont le teint gris, il y en a qui ont le teint vert. Il y en a d'autres qui sont tous un petit peu comme gonflés un peu, que là, je sais que probablement tous les ganglions lymphatiques ici, au niveau cervical, sont probablement dégagés pour l'aider justement comme dégonfler au niveau du visage. Les autres observations, évidemment, comme je disais, on parlait de la langue. On va vérifier aussi le pouls radial bilatéral. Et tantôt, vous parliez là, de Dr Bricot. J'ai fait la formation justement avec Dr Bricot en Martinique au mois de mars. Oui, c'est un bel endroit pour faire une formation. Hein? Je le recommande chaudement. Et ce qui m'a impressionné le plus, c'est que je ne savais pas que Dr Bricot faisait de l'acupuncture. Et c'est quand il a parlé des cicatrices. Ouais. Et là, justement, les cicatrices avec le pouls radial. Ouais. Moi, j'ai jamais pensé à faire ce lien-là. On a halluciné aussi. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on a rencontré un gars qui allait encore un peu plus loin et qui a fait un test sur Benja. C'est extraordinaire. En fait, Benja a pas mal de cicatrices, on va dire. Oui. Il a une belle cicatrice ici qui est toute nouvelle. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a juste demandé de faire un test de force où alors tu joins tes doigts, hein, le fameux test de force qui t'écarte tes doigts et tu essaies d'écarter les doigts de la personne. Ben, quand il était là, il était quand même relativement fort. Et dès qu'on appuyait sur sa cicatrice, là, à ce moment-là, directement, ça réagissait plus de force. Plus de force. C'était assez impressionnant. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et ça va dans le sens de ce que tu dis. Après, on l'avait fait aussi. Juste simplement effleurer un petit peu la cicatrice et tu vois que le pouls, il chute, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Des fois, le pouls, il chute. Des fois, il s'emballe de façon incroyable. Puis là, j'ai été lire là-dessus. Dr Bricot nous a donné des références. Puis il parle justement de tout l'excès de stimulation d'adrénaline pour le corps à cause de la cicatrice. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté dans ce que je regarde. Parce qu'en médecine chinoise, on se fait dire c'est important, qu'est-ce qu'il faut traiter en premier chez les clients, c'est les cicatrices. Parce que ça bloque la circulation d'énergie et tout le kit.
Sauf que, encore là, pour moi, c'était pas satisfaisant comme réponse de me faire dire ça bloque la circulation d'énergie. Parce que je me dis, ben, tu sais, oui, mais la ceinture trop serrée aussi, mais tu sais, j'aurais aimé ça avoir comme plus d'informations. Puis là, justement, quand j'ai fait la formation avec Dr. Bricot, amener comme ça, parce que oui, je peux penser tissu cicatriciel, myofacial, Ouais. les cicatrices qui s'en vont à gauche, à droite ou qui n'ont pas d'affaires, mais de rajouter ça avec le pouls, c'était. Et ça permet de savoir, mettons, la cicatrice de cette longueur-là, ça se peut que ça soit juste la zone qui est ici qui est pathologique. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est là que ça te permet d'être encore plus précis dans ce que tu fais. Évidemment, c'est ça. Cicatrice, pouls, je regarde. Évidemment, posture. Même avant d'avoir fait le cours de posturo, je m'intéressais beaucoup à la posture de la personne parce que ça a un impact sur comment elle se sent physiquement, mais comment elle se sent. Hein? Quelqu'un qui regarde la terre, qui a les épaules enroulées, c'est pas comme ça que tu vas conquérir une journée. Là. Tu vas plus conquérir ta journée quand en posture de puissance, qu'on pourrait dire. La poitrine ouverte, souriant, la tête droite. Là, tu vas conquérir. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était dans TEDx, je pense, il y avait une femme qui avait fait une exposé par rapport à justement à ça, à l'impact de la façon dont on se tient. Cet impact avait une influence directement alors sur les hormones du cortisol ou alors sur le taux de testostérone et d'hormones de croissance qui augmentaient. Et elle disait qu'aller chercher une ouverture, une position d'ouverture de dominance, on va dire, elle avait fait des liens et des calculs, etc. Et elle était arrivée à la conclusion que oui, par rapport à la position que tu maintiens, eh ben, ça influe directement sur ton taux hormonal et même sur ton bien-être. Imaginons, prenez en l'occurrence, tu as un entretien pour un nouveau boulot, tu as deux possibilités. Ou alors tu t'avachis sur ta chaise, tu es sur ton téléphone et tu attends qu'on vienne te chercher. Ou alors tu vas dans les WC, tu maintiens comme ça, tu dis je suis fort, je vais conquérir, je vais y arriver, tu verras le test et elle le dit clairement que quand tu sors de là, ça change tout, quoi. Ça change tout, comme ta perception des choses, elle change, quoi. C'est dingue. Surtout si la personne qui te passe en entrevue est aux toilettes présentement, puis elle te voit faire, puis elle t'entend, elle va dire moi, je veux ce candidat-là, là, il est motivé à fond. Je veux ce gars dans mon entreprise. C'est ça qu'il va dire. On le mettra en lien, comme ça vous irez voir. Je pense que ça dure plus ou moins 15 minutes. C'est super parlant. Ouais, c'est un bon TEDx, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi, j'ai eu des gens aussi qui arrivaient avec une très petite confiance en eux, qui n'étaient pas à l'aise, etc. CrossFit, tu leur adaptes, tu fais les choses comme il faut, comme elles doivent être faites. En tout cas, c'est ce que je pense. Et au fur et à mesure, ils montent en puissance. Et tu vois aussi que ils s'ouvrent, ils arrivent droit, etc. Il y a vraiment une modification. Oui, comme tu dis, une corrélation en tout cas à avoir entre le mindset et la posture, quoi. Pas la position, les gars, la posture. Oui, exactement. Ça a des bons liens. Puis, on pense souvent en termes de douleur, mais l'efficacité de mouvement, hein? Une épaule qui est justement en traction vers l'avant, en rotation interne, l'humérus pour faire ses mouvements, mettons son overhead squat. Et il n'est pas placé, là, il n'est pas placé dans un bon angle pour justement avoir une bonne posture. Là, amène la douleur, amène le problème de technique, etc., que ça va vraiment loin. Là. Ce qui est dingue, c'est que Bernard est en train de regarder la vidéo. Alors, coucou Bernard, bonjour. Coucou. Bernard, c'est quand même un micro-fan. Depuis qu'on a eu Céline, il nous suit quand même pas mal maintenant. Salut Bernard. Salut Bernard, ça fait plaisir. On va pas faire les malins, on le suit autant qu'il me suit. Ouais, c'est vrai. Ok, alors ça veut dire que tu regardes la posture, mais quand je dis que tu regardes la posture, tu la regardes comme ça, là maintenant, présentement, ou alors tu prends des notes, tu fais vraiment. Maintenant, tu reprends le bilan postural du CIUS? J'ai pas eu la chance de reprendre des clients parce que, dans le fond, j'étais en année sabbatique depuis février. J'ai fait le cours en mars. Éventuellement, je vais intégrer le bilan postural du CIES. Évidemment, avec mon bagage d'entraîneur, je faisais faire quelques mouvements fonctionnels à mes clients. Hein, et qu'évidemment, on pense le mouvement que les gens font à tous les jours, s'asseoir sur une chaise ou squatter, c'est la même chose. On veut voir comment que les gens arrivent à bouger. Des fois, ça peut être regarder des mouvements de coordination ou juste la dame qui a de la misère à aller chercher sa tasse dans l'armoire, mais aller faire ses mouvements, regarder comment elle place son cou, comment elle place son épaule, comment on pense que
au niveau du mouvement fonctionnel ou du quotidien, je regarde beaucoup cet aspect-là aussi. Un autre aspect que je regarde, que je considère qui est important, c'est au niveau de la température de la peau. OK. Et la peau, bien, elle devrait avoir une température égale sensiblement partout. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que des fois, on peut arriver dans des zones, je pense, admettons, je fais de la palpation abdominale, il y a des zones qui peuvent être super chaudes, des zones qui sont humides, et des zones, des fois, qui sont froides. Et quand j'ai fait un cours d'acupuncture japonaise, c'était un cours de formation continue qui se donnait au Collège de Rosemont, la professeure nous disait justement le point réflexe des surrénales en acupuncture japonaise se trouvait juste à côté du nombril, que le nombril est ici, on va dire c'est mon nez, les points d'acupuncture sont juste à côté. C'est les points qui s'appellent 16 reins, c'est le numéro 16 et le méridien du rein. Et ça arrive que chez les gens qui sont soit en pré-épuisement ou qui sont vraiment, ils brûlent la chandelle par les deux bouts. Il y a deux zones, grosses environ comme $1, environ un 25 cents, et c'est froid. On va juste à côté de température régulière. Il y a des gens qui sont constipés, on fait juste la palpation au niveau de l'abdomen. On se rend compte que le côlon descendant, c'est super froid dans cette zone-là. Que là, justement, ben, c'est froid, il y a un manque d'activité physiologique, manque d'activité sanguine, que là, on veut apporter un apport, que là, on sait qu'on peut soit travailler plus cette zone-là, que ce soit avec de la gua sha, de la ventouse, avec stimulation neurologique avec l'aiguille, avec une lampe qui crée de la chaleur. Que tout ça, c'est de l'information super intéressante que les différentes températures du corps. Ah, c'est vraiment top, hein. Est-ce que ça t'arrive de faire des corrélations par rapport à l'emotional mapping? Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'emotional mapping, c'est vraiment, on définit une émotion pour un muscle, en fait. Donc ici, est-ce que toi, par rapport à ça, tu connais un petit peu, etc. Est-ce que tu fais des corrélations avec l'acupuncture, J'en ai etc.? entendu parler, je n'ai vu passer dans certaines formations, certaines zones avec des douleurs. Ce n'est pas quelque chose que j'ai été voir davantage. Ce qui me fait penser, des fois, c'est plus au niveau de les organes avec les émotions. Qu'avec la médecine chinoise, il y a la théorie des 5 éléments qui est super intéressante. Autant au niveau des personnalités, des préférences que du fonctionnement du corps humain. Et au niveau des éléments, on va dire, admettons, le foie est associé à tout ce qui est à la frustration, le ressentiment, la colère. Que cette gamme d'émotions-là va avoir un impact sur le foie. Ou si le foie est congestionné, ces émotions-là peuvent ressortir beaucoup plus facilement. On va penser justement à toute la sphère qu'on appelle de la terre, qui est rate, pancréas, estomac. Bien, justement, la personne va avoir tendance à plus ruminer. Elle peut avoir un peu de, comment je pourrais dire ça, de blues du bon vieux temps et tout le kit. Et souvent, cette sphère-là peut amener, quand elle est en déséquilibre, les gens à manger davantage. C'est intéressant. On peut faire certains liens. Hein. Évidemment, le poumon est associé au deuil, à la tristesse. Et quand les gens me parlent de certaines émotions qui sont récurrentes, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais à ce niveau-là. Ouais, mais c'est ça, hein. Honnêtement, c'est vraiment ça. Parce que moi-même, je ne suis pas du tout formé là-dedans, mais je sais que par exemple, le Strong Fit, ils en parlent pas mal. D'ailleurs, ils ont sorti un podcast là-dessus récemment. Je vous invite à aller voir, très intéressant. Mais justement, tu vois, donc par rapport à ça, tu aurais tendance à. Moi, par exemple, quand on parlait de spécialisation, etc., j'aurais tendance justement à essayer de connaître ce genre de choses pour me dire, OK, ce gars-là, bah, il va vers la mélancolie. Donc, est-ce que ce serait plutôt le foie, le poumon, tu vois? Et donc, du coup, essayer, encore une fois, de faire des corrélations que j'aurais pas pu faire par rapport au fait que je n'avais pas les connaissances, en fait. Hein. Et donc, encore une fois, de mieux faire tourner la roue. J'aime bien, on va garder cette expression. Oui. Puis encore là, ça revient encore, la personne est plus triste, mais évidemment, avoir une position de personne comme plus attristée, que si on est capable de travailler au niveau de sa position, son positionnement, sa posture, ça peut avoir un impact. Dans le Qigong, par exemple, il y a des différents exercices qui vont justement travailler différents organes plus spécifiquement, et entre autres la posture. Et à partir de là, bien, on est capable d'aller retrouver justement, comment je pourrais dire ça, ramener la personne à goûter à des moments intéressants. C'est-à-dire que juste avec sa posture, comment elle se replace, elle peut rajouter une visualisation dans son mouvement,
Je donne un exemple. Il y a un mouvement de Qigong, que c'est une respiration très simple. Hein? Les bras sont allongés, les paumes sont vers le bas, et quand on inspire, on amène les bras de chaque côté, comme un fly finalement, et on fait une rotation externe de la main pour tout ouvrir la chaîne, dans le fond du poumon, ou la chaîne antérieure profonde, qui vient tout créer une belle ouverture de la cage thoracique, qui vient tout étirer cette chaîne de fascia-là. On peut rajouter à la personne, mais regarde, justement, quand que tu fais cette inspiration-là, sens-toi que justement, tu te gonfles, que justement, tu as plus de prestance. Et quand tu expires, mais toutes les choses qui sont maintenues en toi, cette tristesse-là, cette peine et tout ça, tu peux visualiser que par ton souffle, tu es en train de te décharger de ces émotions-là. C'est sûr que ça ne remplace pas des rencontres avec les psychologues, des conseils du médecin, mais en exercice, soit guidé ou à la maison, ça peut être tout le temps une belle chose à rajouter. Ouais, c'est pas plus mal que ça vienne de soi et que d'une autre personne, parce que on a toujours tendance à dire que les psychologues, au final, je ne dis pas que c'est mauvais ou que c'est pas bien, mais que la plupart du temps, c'est toujours un peu pour ça, c'est la même chose, quoi. Il faut que ça vienne de Ouais. soi. Faut que C'est ça ça, t'as raison. C'est la grosse discussion qu'on a eue avec Julien Pinault, en fait, où on parlait d'actif et de passif. Moi, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mais en fait, c'est comme Bastien le dit. On essaye, en fait, nous, en tant que professionnels de la santé, de pousser les gens à agir. Mais quand ça vient de nous, ça reste du passif. Et en fait, ben, ici, c'est comme Bastien le dit encore une fois, c'est vraiment essayer les gens prennent, comme JPC, hein, Jean-Philippe Carrère le dirait, c'est de prendre vraiment cette responsabilité de nos propres vies et donc de passer en mode actif, quoi. De se dire, OK, c'est moi Absolument. qui décide de, tu vois, et je pense que, oui, on va pas cracher sur les médecins et les psys, etc., parce qu'ils sont là, ils font du bon boulot. Mais le problème, c'est qu'ils font du bon boulot très souvent dans un certain degré, dans un certain niveau, parce que les gens qui sortent reviennent, en fait. Et Ouais. ça, c'est compliqué. Alors que nous, je pense qu'on considère notre travail bien effectué quand on ne revoit pas les gens, sauf s'ils veulent boire une bière, mais on est en Belgique, c'est normal. C'est bon, ça. C'est bien dit, Benjamin. J'aime bien. Ben maintenant, on ne peut plus parce que les bars sont fermés. Enfin, Oui, oui. Ouais. je voulais un petit peu parler aussi par rapport à tout ce que tu fais, au bilan que tu as et avec tes clients. Un peu parler aussi au niveau de tes observations et les progrès que tu as pu rencontrer avec certains patients. Toujours évidemment garder le secret professionnel, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais voir un petit peu les choses qui t'ont peut-être marqué par rapport aux rencontres que tu aurais pu faire avec certains patients et les Oui, changements. en fait, je dirais les raisons de consultation que j'ai le plus souvent, c'est vraiment tout ce qui est tension, blessure musculo-squelettique, évidemment non traumatique ou traumatique. Ça peut être aussi des tendinites, par exemple. Les gens consultent souvent pour les tendinites. Autrement, tout ce qui est digestif, étant donné que ça a été un peu la raison pourquoi je suis allé en acupuncture au niveau digestif pour moi. C'est Et vrai? j'attire cette clientèle-là. Et au même titre que tout ce qui est stress, anxiété, je dirais grosso modo, ces trois raisons de consultation-là, en fait, ces trois catégories, c'est environ 90 de ma clientèle. Et encore là, ma clientèle, je dirais, la majorité, c'est toute la clientèle active. J'ai des collègues, eux autres, qui ont beaucoup de clientèle plus âgée ou des clients avec des graves maladies ou qui prennent plusieurs médicaments. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma clientèle, c'est rare que j'ai des gens qui prennent des médicaments et s'ils en prennent, c'est très peu. Probablement que le fait que je suis beaucoup dans l'actif, la prévention, je parle tout le temps d'entraînement, je parle de nutrition avec mes clients, qu'évidemment, je réfère à nutrition ou en entraînement quand ça dépasse mes limites. Mais je pense que c'est important parce que le corps humain il est fait pour bouger, le corps humain il est fait pour courir, pour sauter, pour ramper, pour nager. Il est fait pour être actif. Je pense que c'est à la base le pourquoi on doit s'intéresser à ça. La même chose que la nutrition, ce que tu manges, est-ce que ça va avoir un impact favorable ou défavorable sur ta flore intestinale? Un impact favorable, défavorable sur ton inflammation? C'est tout de regarder ces choses-là qui est super intéressant. Au niveau des réussites cliniques, je dirais, j'ai plusieurs, comment je peux dire ça? De beaux cas cliniques. J'aime pas ça dire cas clinique là, parce que c'est une personne, mais beaucoup de situations cliniques vraiment intéressantes. Je pense au musculo-squelettique, ce que j'aime beaucoup. Je suis beaucoup dans l'approche, bon, mais parfait.
la personne a quelque chose, je vais faire différents tests pour confirmer ou infirmer justement ce que je pensais que, OK, est-ce que c'est tel muscle? Est-ce que c'est au niveau de telle articulation? Est-ce que c'est au niveau de telle chaîne? Mettons, au niveau des chaînes de méridien, je peux faire certains tests plus fonctionnels pour avoir une idée si c'est l'ensemble de la chaîne. Que je vais regarder ça. Et ce que j'aime, c'est vraiment de créer un avant-après. Souvent, qu'est-ce que j'ai eu comme traitement d'acupuncture? OK, tu viens pour ça, on regarde le pouls, on regarde la langue, couche-toi sur la table, on met les aiguilles, l'acupuncteur vient 30 minutes après, met quelques aiguilles dans le dos et la séance est terminée. Et je veux dire, j'ai eu des résultats aussi avec ce type de séance-là, mais j'aime mieux faire comme, OK, bien parfait, patient, tu viens me voir parce que tu as un problème à telle épaule, on va regarder dans l'ensemble c'est quoi qui a été fait, où est-ce que tu en es, dans quelle situation tu as mal à l'épaule. Et par après, je vais te faire faire différents mouvements, je vais faire différents tests, des observations, la palpation, et on va regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant. Que ça se peut que, en termes d'acupuncture, tu aurais besoin peut-être juste de 2 aiguilles à 2 muscles ciblés qui a vraiment une bonne congestion. Et ensuite, il y a peut-être des endroits où c'est que ta peau est collée et bien, la peau elle va être collée sur les fascias en dessous, sur les muscles, et le glissement, il ne se fait pas bien. Que oui, à l'aiguille, ça peut être intéressant, mais si je fais, admettons, de la gua sha, de l'ISTM, ou même si je veux faire un décollement de ces couches-là, faire de la ventouse et aller chercher un effet décompressif, c'est là que je vais aller chercher ça. Admettons, je te fais le traitement, on va dire, on commence par un 15 minutes, j'enlève tout, puis admettons les aiguilles, j'enlève tout ce que j'ai placé, puis on va refaire faire les mouvements. Et à partir de là, on va regarder, bon, bien parfait, là, tu as telle progression, bien, on va continuer dans ce sens-là pour aller chercher qu'est-ce qui te manque. Que c'est vraiment une approche, c'est rare que je laisse mes clients coucher sur la table et OK, je reviens dans une demi-heure. Tu sais, je travaille un client à la fois, que c'est moins commun en acupuncture. Et je prends vraiment cette approche-là, entre autres de l'ostéopathie, que je trouve qui est une médecine fantastique. Et que justement, la force de cette médecine-là, c'est qu'elle regarde le corps globalement, que autant physique, origine, insertion des muscles et tout, mais regarde aussi tout l'aspect viscéral. Ouais. Que ça, je trouve que c'est hyper important, que d'autres professions ne tiennent pas en compte. Et leur force en ostéopathie sont toute la séance avec le client. Que tu apprends à mieux connaître, comme en entraînement, tu apprends à mieux connaître ton client, tu apprends à oh, j'ai le temps de voir telle affaire et modifier le traitement pour justement être encore plus précis, avoir plus de résultats dans une séance. Je dirais que c'est pas mal la façon que je fonctionne et qui m'amène personnellement encore des meilleurs résultats que j'avais avec comment je fonctionnais avant. C'est bien complet tout ça, franchement. Ben, j'ai vu aussi que tu avais fait IP, que tu étais aussi intéressé à patron moteur, etc. Et je voulais un petit peu savoir, à titre individuel, quelle est l'application que tu as avec ce que tu as appris avec les patrons moteurs? Est-ce que tu les incorpores aussi? Oui. En fait, je l'incorpore dans plein de choses, autant dans mon quotidien, quand que je remarque que certaines fonctions sont à stimuler, je vais faire justement des exercices. Je suis un gros fan d'exercices de gymnastique oculaire. J'ai eu la chance d'avoir un optométriste qui était la référence au Québec sur le sujet. Il donne encore des cours, il a 84 ans. C'est un guerrier, là. Son nom, c'est Guy Duchemin. Et son site, je pense, c'est gymoculaire.com ou .ca. Là. Et c'est assez hallucinant parce que les yeux, hein, ça dirige tout ton corps, ça guide ton corps dans l'espace, ça va indiquer aussi si tu as des tensions au niveau de certains muscles ou du corps, mais ça se peut que ça vienne aussi au niveau de tes yeux, que c'est très intéressant. Donc, au niveau de IP, je vais donner un exemple très simple que j'ai fait il y a 2 semaines. Dans le cours de gua sha, on regarde quelque chose que c'est Charles Poliquin qui en avait parlé à l'origine. Dans le fond, c'est le grattage du masséter avec la gua sha pour donner plus d'amplitude, plus de mobilité au niveau du test SLR, le Straight Leg Raise, que dans le fond, c'est que la personne est sur le dos et on soulève passivement sa jambe pour justement aller chercher le plus d'angle possible. Et ce qui est intéressant, c'est que, admettons, Benjamin est installé sur la table, je vais faire le SLR, on vérifie. OK, il se rend à 60 degrés, je commence à avoir la résistance à 60.
on va aller travailler au niveau des masséters. Parce que c'est des muscles qui ont beaucoup de tension qui est accumulée. On va aller travailler masséter et après, on va aller faire le SLR. Et des fois, on peut passer de 60 à 80 degrés rapidement. J'ai juste peut-être gratté 25 secondes. C'est assez rapide. Et dans un des cours que j'ai donné justement dernièrement de Gua Sha ISTM, la fille, on n'arrivait pas à aller chercher plus d'angles. Que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben parfait, on va aller chercher la proprioception, on va aller travailler la Gua Sha au niveau de ton pied. On est allé chercher quelques degrés de plus. Et généralement, les filles dépassent tout le temps 90 degrés. Généralement. Là, on n'arrivait même pas, on était encore à 80 environ. Et là, je disais aux étudiants, tout dépend de la paire de lunettes que tu vas mettre. Et là, moi, j'ai commencé à y poser des questions patron moteur. Là, j'ai dit, est-ce que tu as rampé quand tu étais jeune? Elle dit non, j'ai rampé en fait sur les fesses. Et moi, tout de suite, qu'est-ce que j'ai pensé? Activation de la chaîne postérieure se fait par le gros orteil. Sûrement, ce trajet-là, cette stimulation-là est plus faible chez elle. Je suis allé stimuler la grosse orteil avec la Gua Sha pendant 10 secondes. On a fait le SLR, on a dépassé le 90 facilement. Incroyable. C'est le même instrument. Je veux dire, qu'il soit en stainless, qu'il soit en jade, en plastique, peu importe, c'est le même instrument, mais ça dépend de la paire de lunettes que tu mets. Puis pour aller faire chercher des résultats supplémentaires, c'est assez hallucinant où c'est qu'on peut se rendre avec ça. Ouais, tu as aussi une application sur les microgalvanismes aussi. Tu as pu regarder aussi des choses par rapport à ça? J'imagine. Oui, c'est assez impressionnant, là, autant avec les plombages, avec les cicatrices, avec les téléphones, les smartphones, les montres intelligentes. Je me rappelle dans le cours qu'on avait, il y avait un gars qui avait une montre intelligente et dès qu'il l'enlevait, sa posture au niveau de son épaule changeait. Et c'était pas parce qu'elle pesait 10 kilos, là, la montre. Là. Elle était légère, elle était en plastique. Et quand on faisait les tests de résisté, il y avait plus de force qui était là quand que, justement il n'y avait pas sa montre. Dès qu'il mettait sa main sur sa montre, la force diminuait. Et ça amène à se poser beaucoup, beaucoup de questions de wow, comment que le corps fonctionne. On a peut-être beaucoup d'informations, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on est en train de découvrir justement par des gens comme Dr Bricot, Mathieu Boulay. On peut penser à différentes institutions qui amènent ça. Je pense à Dr Melillo, qui est une belle référence aussi aux States. Oui, effectivement. Et c'est dingue ce que tu dis parce que tout est onde, tout est vibration. Et comme on le disait avec Jean-Philippe Carrère, ça a été une grosse claque pour nous. Et je vous invite encore à le voir parce qu'on l'a interviewé 2 fois, Jean-Philippe Carrère. Et tout est basé là-dessus, sur l'électroconscience, etc. Et ce que tu dis, ça résonne bien dans notre tête à Benjamin et à moi parce qu'on a bien compris. Et moi, j'ai fait des tests à la maison, par exemple, sur les ondes électromagnétiques au niveau de nos maisons. Et en fait, on se rend compte que dans nos maisons, on est vraiment dans un micro-ondes. Mais c'est totalement vrai. Il y a des gens qui ont, par exemple, des problèmes de sommeil. Ils commencent à prendre des somnifères, ils commencent à prendre des chics et des tchaks. Et au final, ils se rendent compte que ça va un certain temps, mais qu'après, ça revient. Et après, jouer avec les médicaments, on sait très bien ce que ça peut aussi engendrer par la suite avec d'autres interférences que ça peut avoir. Mais moi, j'avais fait le test avec ma copine Aziza. Pendant toute une période, j'avais vraiment des difficultés à dormir. Tous les soirs, je coupais mon compteur électrique, quoi. Après, je laissais juste mon frigo allumé quand même, mais je coupais tout mon compteur électrique et on se rendrait vraiment compte que notre sommeil gagnait en qualité. Alors, au niveau des ondes Wi-Fi aussi, on peut parler un petit peu de la 5G et tout ça, mais c'est vrai, toutes ces ondes-là, on n'en a pas besoin de tout ça. Vu qu'on est une antenne qui capte de l'information, cette information, à l'heure actuelle, elle ne veut pas du bien. Cette information-là, elle nous cause plus de tort qu'autre chose. Et c'est un peu dans ce système-là, ultra connecté aussi, comme tu dis, avec la montre, avec Chic, avec Tchak, tout ça, ça induit énormément sur nos vies. Et ça résonne fort, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, en disant même qu'on a eu, excuse-moi Francis, juste une petite parenthèse, nous à notre cours, on n'a pas eu de montre intelligente, mais on a eu une alliance qui a influencé sur la posture du gars. Donc, pour vous dire que ce n'est pas uniquement les objets électriques, hein, vraiment, genre les métaux fonctionnent aussi, quoi, tout simplement. Effectivement, très bon point. Et pour revenir à ce que tu disais, Bastien, au niveau de couper l'électricité,
moi, ça me fait penser, quand, mettons, on a des pannes électriques, on souhaite que c'est quand il fait beau, là, que ce ne soit pas l'hiver qui fait -30, là, mais quand il y a des pannes électriques, c'est incroyable comment dans la maison, on sent qu'il y a une tension qui n'est pas Ouais. là. On sent comment c'est plus relax. Il y a quelque chose qui fait du bien là-dedans. Que même si, mettons, moi, je n'ai pas d'instrument pour mesurer quoi que ce soit dans la maison, mais je suis capable de le sentir que quand il y a une panne électrique, mon Dieu, je suis tellement plus détendu, plus calme. Et en tout cas, c'est expérience personnelle, mais je pense qu'il y a bien des gens aussi qui peuvent se rendre compte de ça aussi. Clair. Ouais, je suis sûr. Et par rapport aux ondes électromagnétiques avec la 4G, la 5G, etc., j'ai un ami proche qui est dans la sécurité informatique et je lui posais un peu la question. Je lui dis, dis-moi un petit peu, est-ce que tu as une idée là-dessus? Alors, il a été très clair avec moi, il m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, il fait, d'un point de vue légal, ça fonctionne. Par contre, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que donc, la 3G, c'est OK, la 4G, c'est OK, la 5G, c'est OK, sauf qu'en fait, ils n'ont jamais fait le calcul des ondes les unes sur les autres. Or, ils ne coupent pas en fait les ondes. Ah ouais. Tu vois, et ça, il m'a dit, voilà, je te dis ça, je te dis rien. Tu vois, ça m'a fait beaucoup rire, quoi, parce que je me dis, putain, c'est fabuleux. Donc, d'un point de vue légal, en fait, il gère la 5G. OK, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, il ne juxtapose pas les ondes qui sont là. Hein. Donc, nous, on se prend quand même la décharge totale de ces ondes additionnées l'une aux autres, quoi. Donc, tu vois, comme quoi, des fois, les règles, hein, ça aide bien les… Bon, on ne fait pas de politique, mais ça aide bien l'État, quoi. Mais c'est comme les pesticides, hein, où quand quelqu'un dit « Ah, mais non, mais c'est correct, hein, il y a juste ce taux de pesticides-là, c'est correct. » Oui, mais ça, mettons, dans mes framboises, il y a 12 types de pesticides différents. À un moment donné, est-ce que tout est calculé? Et après, si je m'en vais manger quelque chose qui est OGM, est-ce que c'est calculé là-dedans? Ensuite, je prends une bouteille d'eau qui a été exposée au soleil, ou est-ce que le plastique, puis il y a des oestrogènes qui se ramassent dans l'eau? Est-ce que ça, c'est calculé? Il n'y a personne qui fait le calcul de tout. On dirait que tout est fait séparément, mais le reste, ça devient un cocktail quand même. Exactement. Ça, c'est fou. Ouais, c'est aussi le travail de Jean-Philippe Carrère avec l'eau. Hein. Lui, il a créé vraiment un système pour essayer d'avoir l'eau, enfin non, pour avoir l'eau la plus pure possible. Vraiment un filtre directement à la source, créé alors à ce moment-là, blindé aux ondes, parce que ça aussi, l'eau est un transporteur d'ondes, et si évidemment elle est en contact avec des mauvaises ondes, l'eau n'est plus pure en fait au final. On se rend compte que même l'eau qu'on boit, surtout l'eau du robinet, on peut en revenir, on dit oui, l'eau du robinet, là, mais buvez pas l'eau du robinet, c'est de l'eau morte, il n'y a rien dans l'eau du robinet. Oui, ça a été filtré, nana. Oui, mais il y a plein de médicaments, il y a plein de choses qui n'ont pas été filtrées, tu vois. Ouais. Et ça aussi, c'est de la conscience à avoir aussi, tu vois. C'est comme s'ouvrir un petit peu et être un peu conscient de ce qui se passe autour de soi. Ouais. On a parlé un petit peu de ton bilan, tes observations, tout ça. L'acupuncture que tu agis au quotidien. Est-ce que tu avais des choses à dire par rapport à l'acupuncture ou des choses que tu aimerais bien développer un petit peu par rapport à ça? Par rapport à ce que tu pourrais peut-être observer aussi par rapport à ce que tu as fait peut-être avec ces points, ces méridiens bien particuliers, tout ça? En fait, c'est ça. Il y a des choses qui sont plus faciles à comprendre de l'acupuncture que d'autres. Je donne par exemple, ça mettons, j'ai une tension au niveau du rhomboïde, j'ai une tension musculaire qui fait que justement c'est désagréable. Si je vais la relâcher musculairement avec les aiguilles, entre autres, c'est assez facile à comprendre. Hein? C'est comme une bonne pression ischémique, mais l'aiguille va rentrer, elle va réorganiser un petit peu, aider à réorganiser les fibres musculaires, le fascia, etc. Ça, c'est simple. De comprendre pourquoi, mettons, on aurait un point qui serait, mettons, comme lui sur la main ici, le 4GI, que lui, justement, il est prescrit dans les douleurs dentaires, dans toutes les affections au niveau du visage, des yeux, comme, mettons, les allergies. On peut penser aux maux de tête aussi. Pourquoi? Bon, on n'a pas tant d'explications. C'est, comment je peux dire ça? L'explication qu'on a le plus souvent, mais c'est un point empirique. J'ai un collègue qui a fait de la recherche avec des IRM fonctionnels sur différents points d'acupuncture. Ils se sont rendus compte qu'en stimulant ce point d'acupuncture-là ici, au niveau du cerveau, ça faisait stimuler des ondes qui sécrétaient des antidouleurs au niveau du visage. C'est dingue. Pourquoi ça le fait là? Il n'y a pas nécessairement comme un conduit directement qui va là ou avec les autres points d'acupuncture qui ont des effets à distance.
L'approche qui est de plus en plus mise de l'avant maintenant, c'est l'explication qui passe par le début, que, dans le fond, par l'embryologie, dans le développement embryologique, justement, où c'est que les différentes couches, quand il y avait différentes parties du corps qui étaient en fait la même, mais qui s'est développée au fur et à mesure. C'est l'explication qui s'en vient, qu'il y a beaucoup d'avenir, beaucoup de travaux faits là-dessus. Je pense entre autres à Dr. Daniel Keown, qui est Keown. C'est un médecin. Il a l'air asiatique avec son nom, là, mais c'est un homme blanc avec les cheveux blonds. Là. Il a l'air d'un surfeur là, australien. Mais c'est un gars de l'Angleterre. C'est un médecin qui travaille dans les hôpitaux, mais qui a décidé d'aller faire sa formation en acupuncture et en médecine chinoise et de tracer des ponts, des ressemblances entre chaque approche pour essayer de comprendre mieux qu'est-ce que l'acupuncture, qu'est-ce que c'est la médecine chinoise. Et ça, en termes de livres, de recommandations pour la médecine chinoise, je dirais que c'est vraiment la meilleure recommandation qui fait des ponts parce qu'on peut lire, c'est tout le temps intéressant de lire de la médecine chinoise traditionnelle, la physiologie, comment que ça fonctionne. C'est super intéressant, mais Dr. Keown, il amène ça à un autre niveau. Voici qu'il fait tous les parallèles avec ses connaissances de médecin qui pratique. Et ça, c'est assez hallucinant. Là. Oh, regarde ça. Nice. Super. Maintenant, je voulais te poser des questions un petit peu plus d'ordre perso. Ben justement, on va en venir aux lectures que tu conseilles. Quelles a été ou quelles sont pour toi les 3 plus grandes influences que tu as eues, que tu as présentement? Ben c'est sûr, les influences, ça peut varier. Hein. Il y a des gens qu'on connaît directement ou non qui peuvent avoir un impact d'un certain niveau de notre vie, puis après, le bout de chemin a été fait. Je dirais qu'il y a 3 personnes qui me viennent rapidement en tête au niveau influence, puis je vais parler après des gens aussi que je trouve inspirants. Au niveau des influences, je dirais la première, là, en fait, si je vais directement dans mon milieu, je parlerai d'un collègue qui s'appelle Michel Jaudoin. Michel, c'est qui ce gars-là? C'est un gars de Belleuil, que Belleuil, c'est une petite ville en banlieue de Montréal. Il a quitté sa profession d'origine. Je crois à la base, il était géographe, que c'est comme quelque chose de très différent. Il est parti à Taïwan. Il est allé faire un doctorat en médecine chinoise. Il est revenu au Québec. Il a contribué justement dans le fond, à ce que la profession soit reconnue et la construction du cours au collège. Et ce gars-là, justement, il est docteur en médecine chinoise, qu'il fait de la pharmacopée, que tout ce qui a rapport avec les herbes. Il fait aussi tout ce qui a rapport avec la diététique. Il a fait des cours universitaires en diététique, un certificat. Il a été dans différentes universités américaines puis de l'Angleterre. Le gars, hallucinant comme parcours. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il pratique depuis plusieurs années seulement 3 jours par semaine. Le reste du temps, il consacre à monter des cours, enseigner et aussi il écrit des livres de recettes. Ça, c'est drôle à dire, mais des livres de recettes qui font encore là des ponts entre la nutrition d'aujourd'hui et la diététique chinoise. Et selon aussi, admettons, OK, ben Benjamin, tu as tendance à avoir tel type de condition qui revient plus souvent, favorise tel aliment à cause de telle affaire ou telle recette qui est à telle page. Le gars, il a une belle influence au niveau de la profession, au niveau du Québec. Il a passé une émission très populaire le matin, qui s'appelle 2 filles le matin. Et suite à son apparition, les téléphones se sont mis à sonner là, pendant 1 mois. Là. Tout le monde que je parlais disait c'était incroyable. Là, ça sonnait le téléphone. Je le trouve inspirant parce que mon objectif personnel, c'est pas de faire de la clinique à temps plein. J'adore faire de la clinique, mais je veux en faire à temps partiel. Et justement, comme mon école de formation, Institut Axis, on a plusieurs projets, puis là, on commence à engager différents professeurs qui donnent différentes formations. On a différents professeurs de l'extérieur qui viennent. On a eu Bruce Bentley de l'Australie. On allait avoir Dr. Perry des États-Unis. On va avoir d'autres belles visites quand ça va être possible. Pour moi, c'est une inspiration, Michel, pour montrer que, ben oui, on est capable de faire de la clinique, on est capable de développer et faire progresser notre profession puis nos intérêts à côté. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que ces livres, on s'entend,
son livre Entre fourchette et baguette, il a gagné des prix à l'international, comme quoi un des meilleurs livres de recettes de cuisine chinoise. C'est quand même ironique qu'un blanc de bel oeil gagne des prix de recettes de livres chinois traditionnels. C'est assez impressionnant. Deuxième personne que je dirais, cette personne-là, je veux dire, je le place en contexte. Il y a peut-être environ 10-15 ans, je m'achète un billet de spectacle pour aller voir George Thorogood. Que George Thorogood, c'est celui qui fait la tune Bad to the Bone. C'est lui, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être mal. Il vient à Montréal, j'y vais. Sauf que là, il est en programme double. Que là, il y a 2 shows. Et l'autre, la personne avant, j'ai aucune idée c'est qui. Puis là, je me dis, ben, je vais quand même aller le voir, donner une chance. Et le monsieur, il s'appelle Buddy Guy. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un guitariste américain qui est dans le blues. Et là, le monsieur, le show commence, il arrive sur scène. Un monsieur d'environ 75 ans, là, sans blague, parce qu'aujourd'hui, il est rendu à 84, je pense. Mais quelle prestance! T'sais, on parlait tantôt de posture, mais il y avait toute une posture. Ce qui dégageait, le sourire, puis comment il jouait de sa guitare, c'était comme un genre de Jimi Hendrix là, de blues, là, mais hallucinant, souriant. Et là, j'étais, mon Dieu, je le connais pas, puis j'adorais, puis il était dynamique sur scène. À un moment donné, je le vois plus. Là, il est plus sur scène. Puis là, j'étais sur le parterre, on était tous debout pour découvrir qu'il est sorti de la scène, il est avec sa guitare, il y a justement un faisceau lumineux qui le suit, il est en train de continuer sa toune dans le public. Et là, il joue, puis là, il te regarde droit dans les yeux. « Thank you, sir, for being here. » Puis là, tu sais, c'est comme, il parle aux gens, puis il fait un solo, puis il se promène. Et, écoute, j'ai été renversé. J'ai été renversé parce que c'était hallucinant son show. Je ne le connaissais pas. Il m'a gagné par sa prestance, par son charisme, par tout ce qu'il a fait. Et le show, après, quand George Thorogood a commencé, on était vraiment contents. Mais les 4, on était comme, ouais, c'est Buddy Guy était là. Et là, avec la prestation qu'il a faite, ben, George Thorogood, il a l'air là, même s'il est excellent. Qu'est-ce que ça m'a appris là-dedans, c'est que justement, même si tu n'es pas la tête d'affiche, tu es capable d'avoir une belle impression, puis même de surprendre les gens juste par comment tu es, qui tu es. C'est pour ça que, tu sais, des fois, il y en a des gens qui vont se dire « Ah, mais tu sais, je ne suis pas un gros nom, je ne m'appelle pas Charles Poliquin, par exemple. » Oui, mais ça ne veut rien dire. Puis de dire en plus que ce monsieur-là qui a 75 ans, qui est sur scène, qui fait des tournées nord-américaines, hallucinant comme ça, moi, j'ai trouvé ça inspirant. Je me suis dit, quand je vais avoir son âge, je jouerai sûrement pas encore de la guitare, mais tu sais, je veux dire, c'est un modèle inspirant comme ça que, je veux dire, ça a été comme un gros changement pour moi. Ça a amené ma façon de penser totalement différemment. Troisième personne que je dirais, c'est Jim Rohn. Jim Rohn, dans le fond, c'est un peu, on pourrait dire, le père de la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Ça a été le mentor de Tony Robbins. Et Jim Rohn, qu'est-ce que j'aime de la PNL, en fait? C'est que la PNL, contrairement, mettons, à différentes approches de psychologie, la psychologie peut mettre beaucoup l'accent sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mettons de l'analytique, par exemple, analyser tout ton passé. Puis là, des fois, tu vas vivre tellement ton passé de façon incroyable que tu vas déterrer. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais des fois, pour avoir moi-même consulté dans le passé, je trouve que ça finit par faire du surplace parce que tu ne vis plus ton moment présent. Tu fais juste comme, ouais, mais quand j'avais 12 ans, puis que, mettons, mon père s'est fâché après moi pour telle affaire, puis là, on revient dans... Je me demande jusqu'à quel point c'est productif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais la PNL, c'est ça que j'aime, c'est action, réaction, stratégie. On va de l'avant. OK, tu crois que tu ne peux pas le faire? Est-ce que tu as des saboteurs qui font que tu n'arrives pas à le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets toi-même la fleur de banane en dessous de ton pied et tu dis, je vais piler fort dessus pour bien glisser à chaque fois quand j'ai du succès? On peut le voir hein, en entraînement. Ce que je faisais à un certain point, c'est que je filmais mes clients. Que je me rappelais, je travaillais dans un CrossFit, puis je faisais des suivis privés aussi, puis je disais avec mes clients, je disais, regarde, ça fait 3 fois
que tu essaies de faire une perte de poids, que tu essaies de t'organiser. Les 3 fois, ça n'a pas marché. Que c'était pas nécessairement avec moi. Et là, je disais, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-là? C'est qu'on va te filmer. Tu vas juste faire un témoignage à toi, la toi plus tard, et dire justement pourquoi cette fois-là, c'est la bonne. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'aider? Et les fois que tu vas être comme dans le doute, qu'est-ce que tu vas faire justement pour agir? Et je faisais ces vidéos-là, puis j'avais littéralement des gens qui pleuraient là, dans ces vidéos-là. Quelqu'un qui me disait « Ah, ça me tente moins d'aller au gym. Hier, il y avait un 5 à 7, je suis allé au resto, j'ai bu du vin, je suis fatigué, je ne serais pas bon. » J'ai dit « T'as-tu regardé ton vidéo? » Là, tu sais, comme « OK, c'est beau, je m'en viens. » Ce que j'aime beaucoup de la PNL, c'est vraiment le côté constructif et on va de l'avant. Jim Rohn, je dirais, ce serait une des personnes qui m'inspire beaucoup. Justement, je suis en train de lire son audiobook présentement qui s'appelle The Power of Ambition. C'est incroyable. Et Jim Rohn met beaucoup l'accent sur la discipline. Que la discipline, c'est souvent vu comme « Ah, faut que je fasse ça encore. » Mais juste le recadrage, le changement de perception, de dire « Ouais, mais c'est parce que si tu es discipliné, si tu es organisé, ben, tes choses vont être faites. Et là, quand il va arriver des opportunités, tu vas être disponible. Quand que justement tu es discipliné, ben, tu crées des opportunités, tu t'enlèves du stress parce que les choses ne sont pas tout le temps faites à la dernière minute, puis que tu t'arraches les cheveux littéralement de la tête, puis que là, tu fais, ben là, je suis stressé que je vais prendre un autre café de plus pour être comme plus à la coche, mais finalement, tu stresses tout le temps plus ton système. Que c'est vraiment comme tout ce volet-là que j'aime de la PNL, que je dirais vraiment là, ces 3 personnes-là, là, 3 personnes que je trouve qu'il y a une belle influence. Là. Puis sinon, je peux penser bien vite à tout le monde qui gravite plus proche. Hein. On est tous, veut pas, d'une certaine façon, une source d'inspiration pour les autres. C'est sûr, les gars, vous autres, avec votre podcast, vous inspirez sûrement encore plus de gens que de gens qui vous le disent qui aiment ce que vous faites, qui font comme « Wow! » Que peut-être à un moment donné, le basket, tu vas en croiser un dans la rue, il va faire « Ah, mais c'est toi qui s'occupe du podcast avec Benjamin. Écoute, le podcast que tu as fait il y a 6 mois sur telle affaire, j'ai tellement adoré ça, puis j'ai pris des décisions, puis si on ne l'avait pas rencontré, la personne, elle ne l'aurait jamais dit. Ça nous est arrivé, ouais, ça nous est arrivé. Ouais, vraiment, on était au CIES en fait, hein, et donc il y a 2 personnes qui sont venues nous dire en disant ben voilà, en fait, on était en confinement et on vous a écouté avec JM notamment de l'atelier Fit, et en fait, on était là tous, et en fait les 2 gars nous ont dit ben on est là grâce à vous en fait, parce qu'on vous a écouté, vous nous avez inspiré, et nous on était en mode waouh, enfin c'est touchant quoi. Qu'au final c'est pour ça qu'on fait le boulot aussi, que c'est clairement pas pour l'argent, c'est pour partager, pour vous faire vivre ce qu'on vit nous à travers notre passion. Il y a pas plus beau, c'était fabuleux. Honnêtement, c'est passé un peu inaperçu parce que j'ai pas voulu trop le faire genre et tout, mais ça nous a énormément touché vraiment. Je le comprends. Je le comprends. Et écoute, anecdote super drôle, j'étais dans un restaurant avec la nutritionniste Valérie, on était en meeting. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe à côté de notre table et fait « Ah, mais madame, est-ce que vous êtes nutritionniste? » Là, on est comme Hein? C'est qui ça? Puis là, pour dire, là, il se retourne vers moi, mais c'est toi l'acupuncteur. Là, je suis comme Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis vos capsules parce qu'il y a quelques années, on en faisait souvent ensemble. J'écoute toutes vos capsules, je vous suis individuellement, puis tout le kit. Puis depuis que vous avez parlé de tel sujet dans la capsule, j'ai modifié telle affaire dans mon alimentation, j'ai porté attention à ça et je vais vraiment mieux depuis ce temps-là. Tu sais, c'est comme, on n'a aucune idée, la personne n'a jamais commenté, elle n'a pas aimé, elle n'a pas publié, elle ne nous a pas écrit. Que l'impact qu'on a sur les gens est plus important. Puis, je peux nommer certaines personnes que, tu sais, alentour de moi qui ont un impact positif, puis il y en a qui le savent, d'autres que non. Tu sais, on peut penser, dans mon cas, Mathieu Boulay, qui est un bon ami, juste de voir comment il développe son entreprise, comment il partage ses connaissances avec, je dirais, une fougue et des fois pas un enragement, mais c'est comme il est incroyable. Le dynamisme avec lequel c'est contagieux. Ouais. Et voir justement jusqu'où le message se rend. Je peux penser à mon ancien collègue avec qui que je travaillais au gym auparavant, il y a comme 10 ans, à peu près de ça, Jacob Hamel. On travaillait ensemble au Gym Body Shop. Et Jacob, c'est
celui que j'ai pris pour ma compétition de bodybuilding l'année dernière. Et je veux dire, on regarde ce que Jacob il fait, comment il monte son entreprise, c'est super inspirant. Il y a beaucoup de choses que souvent je dis à ma copine, je dis, qu'est-ce que Jacob vient de faire comme ça, là? Ça, c'est excellent. On va inclure ça dans nos techniques. Et, tu sais, on a tout, à travers ce qu'on fait, on a tout plein de personnes qui nous inspirent et qui ne le savent pas. Hein, que, tu sais, des exemples, on peut en nommer plein, mais ça, c'est les 2 premiers exemples qui m'ont venu en tête. Là. Ah, c'est dingue. Top, Et c'est fou top. parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai eu la même chose. Je discutais avec un adhérent il n'y a pas si longtemps et je ne savais déjà pas qui nous écoutait. Et il me dit, tu vois ton truc, on en parlait justement, tu vois ton truc avec l'électricité, ben, ma petite, elle avait beaucoup de mal à dormir, j'ai coupé l'électricité, maintenant elle dort. Je regarde, je fais, ah ben voilà. Et en fait, tu te rends compte que tu peux changer des choses relativement importantes dans la vie des gens juste à l'écoute d'un podcast. Et c'est le but. Le but, c'est le partage de connaissances. Et c'est pour ça qu'on est là, comme Benja l'a dit. Ouais, c'est magnifique. Et après, j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui ont. Allez-y, dites les Ouais. choses en commentaire. Oui, je n'ai pas commenté. Ouais, c'est ça. On peut savoir. Euh, Francis, est-ce que tu aurais des 3 livres? J'imagine qu'il y en aurait plus que ça, mais ton top 3 au niveau de des lectures que tu conseillerais aux gens? Oui, en fait, ben, j'ai parlé de 2 livres déjà, de The Power of Ambition. Je ne sais pas s'il il se fait en français. C'est de Jim Rohn, qui est super, super intéressant. Mais en fait, toute lecture de Jim Rohn, généralement, on ne se trompe pas trop. Que c'est vraiment l'approche PNL, je dirais pas juste croissance personnelle, mais optimisation de ce qui se passe ici, là, c'est très important. Il y a par rapport à la médecine chinoise, je dirais absolument le livre de Dr. Daniel Keown. Et en fait, il y a 2 livres qui sont hallucinants. Il y en a un, c'est The Uncharted Body. Celui-là aussi, je pense qu'il va commencer à l'écrire en français, à le faire traduire. Et il y a aussi Spark in the Machine, que l'étincelle dans la machine, j'imagine, qui est dans son premier livre, qui est hallucinant, qui parle d'embryologie, il parle de fascia, il parle d'acupuncture, il parle de tous ces liens-là, il parle beaucoup au niveau hormonal et tout. C'est un bijou. Et troisième livre que je dirais que serait vraiment intéressant, je dirais... ben, en fait, j'en ai 2 autres. Il y aurait un livre en français qui s'appelle Pensouillard le hamster, qui a été écrit par je crois qu'il est psychologue ou psychiatre au Québec, Serge Marquis. Et Pensouillard le hamster, justement, quand on dit que le hamster court tout le temps dans la tête, mais c'est un bon livre pour désamorcer cet hamster-là et le voir de différentes façons, puis c'est un bijou. Et il y a un autre livre, parce que je pense que, ben, à la base, on est tous des gens de connexion. Les humains, on est des animaux sociaux. Et ben, qu'est-ce qui nous relie aussi, en plus des communications, c'est l'amour, que l'amour qu'on a pour des amis, l'amour qu'on a pour notre copine, pour nos parents. Et il y a un livre honnêtement, qui a été vraiment. Je l'ai écouté parce que je l'ai acheté en audiobook 3 fois en 2 ans et demi. C'est Les 5 langages de l'amour. C'est comment chacun aime, mais différemment. Il y en a qui vont, pour dire à l'autre personne qu'il l'aime, ça va être de l'attention, que je vais venir te rendre service. Tu as besoin de quelque chose, OK, tu as un mur à peinturer, un meuble à dégager, je vais le déménager, je vais m'occuper de toi. Il y en a d'autres, c'est vraiment plus, c'est quand ils reçoivent un cadeau qu'ils sentent qu'il y a de l'amour ou que c'est comme ça que je démontre mon amour pour une autre personne. Il y en a d'autres, c'est vraiment ils disent words of affirmation, que c'est-à-dire justement des paroles, que tu sais, dire, mon Dieu, j'aime ça, comment tu es habillé aujourd'hui, comment tu places tes cheveux, aller complimenter. Qu'il y ait 5 langages de l'amour, puis c'est super intéressant parce que il y a des entrevues qui se passent un peu sur YouTube que vous pouvez aller voir pour essayer que des couples se parlent, puis le gars, il n'arrête pas de montrer à sa blonde qu'il l'aime, mais elle, son langage de l'amour, il est différent que elle ne voit pas que, justement, il l'aime de toute cette façon-là et de l'autre façon. Puis elle l'aime d'une autre façon. Puis lui, il fait comme moi, mais moi, c'est plus ça que j'aurais aimé. Que ça permet de plus se comprendre. Que je pense qu'on permet de mieux se connaître soi-même, mais déjà là, on est capable de mieux interagir aussi avec les gens, qui crée davantage de relations harmonieuses que relations personnelles, professionnelles, amicales, etc. Ouais, c'est cool. Plaisir. Bon.
Parfait, on va noter tout ça. Hein. M'en donnerai des nouvelles. Je vais venir en Belgique. Tu sais, le livre que tu m'as parlé, là. C'est ça. Ben, tu peux compter dessus, tu peux compter dessus. C'est bon. Alors, j'ai une petite question qui est un peu la question un peu difficile à répondre pour la plupart des gens, mais je pense que toi, ça va filer droit. Une question qu'on te pose jamais à laquelle tu aimerais répondre. Hmm. Euh, je dirais, par rapport à ça, là, c'est une question quand même qui est quand même bonne. Je dirais une chose que je crois que tout le monde devrait expérimenter dans sa vie, qui va aider à plusieurs niveaux. Ça va avoir l'air drôle que je parle de ça, mais je crois que tout le monde devrait faire au moins 2 à 3 ans d'arts martiaux. Et arts martiaux au sport de combat, pour différentes raisons. Ben, de un, comme je disais plus tôt, le corps il est fait pour bouger, hein, courir, nager, sauter, grimper, ramper, etc. Mais je pense que c'est aussi de autant de s'occuper de notre santé, de s'occuper de soi, puis d'être capable de connaître nos capacités, puis d'apprendre à se défendre. Je pense que c'est, même si on vit quand même dans une société relativement pacifique, on souhaite que ça reste ainsi, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. À travers ça, moi, j'ai fait du taekwondo pendant 5 ans. J'ai eu la chance de faire du taekwondo avec une des références canadiennes qui était M. Blake. Et je veux dire, M. Blake, c'est le genre d'instructeur que quand il rentrait dans la salle, même si moi, j'étais le tannant du cours, ben, je devenais tout de suite tranquille. Que tu rentres dans la salle de cours, tu enlèves tes souliers, tu enlèves ta casquette, tu fais un salut justement à la salle, tu vas faire un salut, soit, mettons, euh, au drapeau, tu vas aller saluer les coachs. Que tout ça, on va chercher l'aspect respect, discipline, justement qu'on s'organise. Et à travers tout ça, on apprend à découvrir son potentiel et de savoir que si jamais il arrive quelque chose, on est capable de, quand même, je veux dire, c'est sûr qu'il y a tout le temps plus fort ou plus agile que nous, on est quand même capable de ne pas se laisser niaiser trop longtemps. Et ce qui arrive là-dedans, c'est que ça joue au niveau de ton affirmation de soi et ça joue aussi au niveau de sa posture. Parce que ça me fait penser, dans mon ancienne carrière, parce que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en sécurité et en incendie, j'ai fait mes cours de pompier, j'ai fait aussi un certificat en gestion appliquée à la sécurité. Et là-dedans, on avait un volet sur la victimologie. Et les gens qui sont plus souvent victimes, ben, ils ont des comportements, des attitudes et des postures de victimes qui font que des personnes qui sont mal intentionnées vont avoir tendance à faire comme ah, ça va être une cible facile. Parce que des gens qui attaquent les autres, souvent, hein, on va se le dire, c'est des gens qui sont lâches, ils vont se mettre à plusieurs puis vont sauter sur quelqu'un, mais tout seul, c'est un peu comme ceux qui sont qui écœurent les autres sur le clavier, puis en arrière du clavier, ils sont forts, mais en face, ils ne seraient jamais capables d'assumer la moitié des choses qu'ils écrivent. Mais c'est un peu la même chose que quand tu fais des arts martiaux, tu apprends la discipline, tu apprends le respect, tu apprends la confiance, tu apprends justement à comprendre que ton corps est capable de faire des belles choses et de te défendre, que ta posture a échangé, puis ta perception de toi-même aussi est beaucoup plus positive. Que moi, mes 5 ans de taekwondo ont eu de grosses influences parce que je les ai faites quand j'étais jeune. Ça a eu une grosse influence sur ma vie à plusieurs niveaux. Il y a des moments de la vie, comme n'importe qui, hein, qu'il y a des choses qu'on met plus de côté, mais avec le temps, il y a des choses, des vraies valeurs qu'on pourrait dire qui reviennent et qui restent là encore plus. Et je pense que ça fait une différence. Et je le vois aussi, hein, quand que je donne des cours, il y en a qui arrivent, mettons, avec les souliers sales, ils salissent tout au complet, pas de salut à personne, ils arrivent en retard, ils font du bruit comme s'ils étaient tout seuls, puis le cours est commencé. Je me dis, ultimement, ces gens-là, ils n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir un encadrement dans ce genre-là, comme qu'il y a, mettons, dans les cours d'arts martiaux. Ce genre de questions, en fait, c'est la première fois que je parle de ça tout court. C'est là que ta question m'a amené. Là. C'est cool. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime en fait. C'est pour ça aussi qu'on est là. Ouais, très bien, mais C'est parfait. Comment est-ce qu'on peut te suivre? J'imagine sur Instagram, sur Facebook, ton site Oui, internet peut-être aussi? en fait c'est très simple. Présentement, où est-ce que c'est plus facile? C'est sur Facebook.
j'ai une page professionnelle qui s'appelle Institut Axis-Francis Letourneau. Bientôt, ça va être juste Institut Axis parce que j'ai des employés, j'ai d'autres formateurs aussi que les gens, des fois, ils écrivent, mais c'est pas moi qui réponds. Ça peut être l'adjointe, ça peut être mon organisatrice, etc. Il y a cette page-là. Et déjà là, juste cette page-là, elle nous occupe beaucoup. On est une personne et demie à temps plein là-dessus par semaine, juste pour répondre à tout ce qu'on a comme question. Le site web, on est en train de le terminer. Vendredi prochain, j'ai un gros meeting où c'est qu'on finalise l'organisation, que d'après moi, au plus tard, à la fin du mois, au début octobre, ça va être disponible, que ça va être institutaxis.com. Il y a Instagram que je suis présent, mais je vous l'avoue, je suis un petit peu moins présent. Pas parce que j'aime pas la plateforme, mais c'est parce que déjà, juste avec Facebook et tous les courriels qu'on a, je rajoute un autre qui me donne autant. Je sais pas. Centraliser un peu plus, quoi. Je vais centraliser un peu plus que c'est un peu. C'est le plus facile pour me rejoindre. Ok, cool. Alors, je pose la dernière question, c'est toujours l'ultime question. Benja, un dernier mot? L'ultime question. Oui, ben moi, forcément, j'ai toujours un dernier mot, c'est l'idée. Hein. Mais moi, je dis merci. Merci parce que ici, par exemple, par rapport à tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, le côté imbrication de connaissances, etc. Et donc, aider à trouver des corrélations supplémentaires par rapport à nos connaissances, ben là, c'est factuel. C'est vraiment quelque chose qui nous aide par rapport à tout ce que tu as dit. Je pense aussi que le fait que tu parles de comment c'est géré au Québec, etc., voilà, tout ce qui est médecine chinoise, etc., ça donne aussi ça va peut-être faire réfléchir les gens en se disant « Ah ouais, ok, donc dans ce pays-là, c'est géré autrement ». Parce que honnêtement, en tant qu'Européen, Belge en particulier, c'est quelque chose qui n'est pas connu du tout. C'est quelque chose qui est même un petit peu mis de côté. Je veux dire, voilà, donc ça, c'est déjà un grand merci pour ça. Et ensuite, c'est quelque chose qui me trotte en tête depuis tout à l'heure où tu as parlé justement de vivre le moment présent. C'est un bouquin d'Eckhart Tolle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir. Et en fait, en gros, je vous résume le bouquin en une petite phrase sympa. L'idée, c'est que si ton passé, il est beau et que ton présent, il est beau, ton futur, il peut être que beau, en fait. Si tu vis le moment présent à fond, à 100% et que tu es heureux le moment présent, ta vie, elle est belle. Et ça, c'est un peu près ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Hein. Absolument. Ça me parle ce que tu me dis parce que la première chose que j'ai faite ce matin en me réveillant, je suis tout de suite allé avec 5 gratitudes, 5 choses pour lesquelles que je suis content. Et justement, trois mots qui vont comme guider ma journée. Et j'aime commencer ma journée comme ça. Même si c'est une mini routine matinale, je trouve que c'est très différent. Hein, que je commence pas ma journée avec ouvrir Facebook ou mon téléphone. Je me suis même acheté un cadran qui illumine, là, dans le fond, avec la lumière du soleil pour je me réveiller le matin pour ne pas rentrer tout de suite avec mon téléphone, pour me centrer. Puis, comme ce matin, les 5 gratitudes, une des gratitudes, j'ai comme, quelle opportunité que Bastien Benjamin me donne d'être sur leur podcast. Et c'est une super belle expérience. Puis, je suis vraiment content de ça. Que, en commençant la journée avec de la gratitude de quelque chose que tu es content, ton moment présent puis ta journée, ça part sur la bonne façon. C'est pas comme je tournais la télé puis je mettais les infos. C'est que c'est pire qu'un film d'horreur en continu. Là, que je me dis, c'est ça que tu viens de me dire pour Eckhart Tolle, c'est la même chose. Je suis bien d'accord. On est d'accord sur tout. Magnifique. Yeah. Bon, en espérant bientôt se voir, peut-être Francis, hein, quand tu viendras en France faire une formation et pourquoi pas passer par nous pour une formation. Avec plaisir. Parce que, on se tient au courant. Ouais, on se tient au courant de toute façon. Enfin, on a hâte de voir un petit peu comment tout ça va se délayer, comment ça va aller avec ce Covid. Mais en tout cas, ouais. j'espère que ça va finir. En tout cas, c'est bien un peu pesant. Mais je ne sais pas d'ailleurs, toi ici au Canada, comment ça se passe présentement là pour le moment? Présentement, c'est un peu différent dépendamment des provinces. Comme ceux qui sont sur le bord de l'océan Atlantique, ça semble aller très, très bien en termes de cas. Là, c'est sûr, au Québec, on a un peu les mêmes discussions, à savoir, comme je regarde un peu ce qui se passe en Australie, en Angleterre, en France. Il y a beaucoup de discussions à savoir est-ce que les tests sont précis, est-ce que les mesures qui sont prises sont trop drastiques. On a beaucoup de pédiatres au Québec qui se lèvent contre les mesures du gouvernement, les qualifiant de trop drastiques. Et ça bouge beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de choses. Là. Ils nous parlent beaucoup de l'application Stop COVID ou des trucs comme ça qu'il
il faut le télécharger. Au niveau de tout ce qui est pratique, tout se resserre. D'après moi, on s'enligne pour un deuxième confinement total parce qu'ils ont mis des zones avec jaune, vert, orange, rouge. Et là, toutes les grosses zones principales du Québec s'en vont toutes dans le rouge. C'est ça. On ne le sait pas. Est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler, donner de la formation? Autrement, si je ne peux pas donner de formation, ben, je vais traiter des gens que, ben, c'est ça. On ne le sait pas. Puis c'est ça qui est dur hein, pour les gens. Parce que déjà que il y a beaucoup de gens qui ont été sans emploi, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles. Nous autres, qu'est-ce qui reste ouvert? C'est la SAQ qui vend de l'alcool et la SQDC qui vend du pot. Et tous les fast-foods sont tous ouverts. Je me dis, si on est vraiment dans une crise sanitaire, ce serait le fun d'avoir une optique 360. Hein? Les salles de sport sont fermées. Il fait présentement dehors, il fait 7 degrés. Il pleut, il fait froid, c'est humide. Est-ce que je vais aller m'entraîner dehors? Parce que, ben oui, on peut aller faire du jogging. Je ne suis pas certain. Je pense que je vais peut-être plus faire de l'exercice à la maison. Mais c'est ça, ça a un peu... on atteint vite son plateau à la maison comparé dans une salle de gym. Là. C'est le jour et la nuit. Beaucoup de questions qui se posent. Comme tout le monde, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. On ne sait pas c'est quoi les intentions réelles en arrière de ça. Que c'est à suivre. À suivre, exactement. Ouais. L'important, en fait, c'est que, je me dis, on n'a pas de contrôle là-dessus. On a du contrôle par rapport à comment on se nourrit, que autant par la bouche que comment on se nourrit ici, que justement, si on se nourrit de tout le temps les médias qui nous envoient juste des messages de peur, rien de constructif, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être pertinent, que je me dis, tous les jours faire de l'activité physique, bien manger, continuer à avoir des plans pour le futur, tout le temps avoir quelque chose qui nous rattache à plus loin. Je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider tous collectivement à mieux aller et mieux passer à travers. Ouais, je suis d'accord. Et nous, en tant qu'en plus professionnels de la santé, on se doit aussi, bon, je pars peut-être un peu en sucette, mais on aime bien, on doit un peu porter l'étendard aussi en se disant, bon les gars, on est là pour vous, quoi. C'est une discussion qu'on a eue avec toute l'équipe de CrossFit Raycan, là où je travaille, où on s'est dit, ok les gars, il faut qu'on anticipe le fait qu'on va peut-être confiner. Et ce qu'on a fait, c'était bien, mais on veut encore aller plus loin. Parce qu'on se rend compte aussi que même d'un point de vue bien-être social et mental, on est aussi des acteurs quoi, dans la vie des gens. Et ça, c'est important. Hein. Absolument, absolument. Ce qu'on fait, c'est vraiment important. On a un impact positif sur la vie des gens. Puis je veux dire, on a tous étudié plusieurs années, plusieurs mois et on fait toute la formation continue. Dans le fond, la fin de semaine, quand on part en formation continue, on le fait pour nos clients, on le fait pour pouvoir aider mieux les gens, qu'on est vraiment bien outillé pour aider la population. Là. Je pense qu'on devrait être mis plus de l'avant. Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. En tout cas, merci beaucoup Francis. Je répète que demain, alors dimanche à 18h, on aura le premier NBNG table ronde qui va alors parler des réflexes archaïques. À très bientôt. À bientôt les amis. À demain. À la prochaine.